bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Très heureux de vous recevoir en ce vendredi Merci à matin vous. sur Radio J. On va avoir un petit peu de temps pour déployer une réflexion sur ce qui nous arrive. Vous êtes l'auteur d'un livre événement Printemps républicain aux éditions de l'Observatoire. Ça tombe bien, c'est le titre, c'est le nom éponyme de l'association que vous avez cofondée et que vous présidez aujourd'hui. On va dire d'obédience républicaine. On reviendra sur les délimitations de ce titre. Et votre livre, évidemment, est passionnant en cette rentrée. D'ailleurs, vous avez souvent l'occasion d'en parler. C'est à la fois une célébration de la République, une célébration des sentinelles de la République et la proposition d'une véritable alternative. On va y venir d'ailleurs dans un instant. Mais j'aimerais dans un premier temps que nous commentions l'actualité chargée de ces derniers jours. L'actualité chargée de ces derniers jours, c'est aussi aujourd'hui, ce vendredi, la présence du président de la République, Emmanuel Macron, dans les quartiers, disons, les plus difficiles. On les appelle les quartiers nord de la cité phocéenne. Quel premier bilan pouvez-vous tirer, cher Amin El-Khatmi, de cette visite du président de la République à Marseille ? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une forme de mise sous tutelle. En réalité, si je veux Vous être voulez dire la visite du président de la Oui, République ? c'est une forme de mise sous tutelle. Pourquoi mise sous tutelle ? Parce que l'État se rend au chevet d'une ville qui a un genou à terre, qui est au bord de la mise sous tutelle financière parce que les finances de la ville sont complètement exsangues, et avec un jeune maire, Benoît Payan, qui a 43 ans, qui hérite d'une gestion de la précédente municipalité, qui est une gestion complètement calamiteuse, avec des écoles en ruine, avec, je le disais, des finances exsangues, avec, on se souvient des effondrements d'immeubles de la rue d'Aubagne. Bref, une ville et évidemment les règlements de compte, la présence des réseaux mafieux. Et donc l'État vient là, d'une certaine manière, pallier l'absence de responsabilité des élus marseillais. Alors on va y venir justement, c'est intéressant. Le président de la République donc s'est rendu au chevet de nombreuses populations, notamment dans les 13e, 14e, 15e, 16e arrondissements qui sont les plus déshérités de la cité phocéenne. Et il a déclaré notamment, parmi d'autres déclarations, qu'il fallait désormais être intraitable avec les stupéfiants, ceux qui en font commerce, mais aussi ceux qui les consomment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'affichage de cette fermeté va convaincre ? Oui, ça va dans le bon sens. L'annonce de l'arrivée de 300 policiers est une annonce importante. L'annonce du financement par l'État de 500 caméras de vidéosurveillance est une annonce importante. C'est d'ailleurs, de manière un peu ironique, je me demande comment les élus insoumis Europe Écologie Les Verts de la municipalité marseillaise, qui d'habitude sont contre la vidéosurveillance en disant que c'est liberticide, vont accueillir ces 500 caméras. Mais ce serait une erreur de considérer que la réponse n'est qu'une réponse en termes de moyens policiers. S'il n'y a pas une réponse de la justice via une réponse pénale beaucoup plus forte, on ne résoudra pas le problème. Pourquoi ? Le gamin de 14, 15 ou 16 ans qui fait le chouf à l'entrée de la cité, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit, moi, je ne risque rien. Si je suis interpellé, comme je suis mineur, eh bien, je vais passer en garde à vue dans le bureau d'un policier. Éventuellement, je verrai un médiateur ou un juge, mais qu'est-ce que je risque ? Je risque un rappel à la loi et quelqu'un qui va me faire une leçon de morale en me disant, jeune homme, c'est pas bien de faire le chouf à l'entrée de votre cité. Donc, si on n'a pas une réponse pénale beaucoup plus ferme, et si en même temps on n'investit pas massivement dans l'éducation, eh bien tout cela sera voué à Alors l'échec. vous venez, Amin El-Khatmi, de prononcer évidemment le mot important, c'est évidemment le mot d'éducation. On va y revenir bien sûr dans votre livre, mais justement vous le dites, il y a un chapitre qui s'appelle, enfin une partie de chapitre qui s'appelle une révolution culturelle. Vous écrivez donc dans Printemps républicain, ma conviction déjà exprimée est que des décisions historiques doivent être prises autour du tandem éducation-culture. Et vous ajoutez, la culture ne peut être dissociée de l'éducation nationale, pas plus que des sports qui visent en tout premier lieu la jeunesse de notre pays. Alors puisque le président de la République est encore à Marseille, justement dans une visite qui ressemble aussi, qu'on le veuille ou non, à une sorte de pré-entrée en campagne électorale dans une des villes les plus pauvres de France, en tout cas qui a besoin d'être sortie de la pauvreté par les pouvoirs publics. Est-ce que vous avez l'impression que le macronisme, 4 ans de macronisme, n'ont pas un peu fait régresser la présence de l'État dans les quartiers les plus difficiles ?
Moi, je ne suis pas macroniste ou soutien de la majorité présidentielle, mais ce serait injuste de faire porter à un président de la République qui est là depuis 4 ans, ce qui est en fait une réalité depuis 30 ou 40 ans, parce que le désengagement des services publics dont on parle à la fois dans les quartiers, mais aussi on en parle beaucoup moins dans la France périurbaine, dans la France rurale, où on a fermé des bureaux de poste, où on a fermé des gares, où on a fermé des écoles, où on a fermé des cliniques et des hôpitaux. C'est une réalité qui existe depuis 20-25 ans. Je rappelle que ce n'est pas Emmanuel Macron, mais Nicolas Sarkozy qui a supprimé plus de 10 000 postes dans la police. Alors admettons que ça existe depuis 25 ans ou 30 ans, et vous avez sans doute évidemment raison, Amin El-Khatmi. Néanmoins, la feuille de route d'un certain libéralisme économique n'est peut-être pas une feuille de route qui a permis aux présidents successifs, et notamment au président de la République actuelle, de corriger ce long processus de désengagement. Oui, mais bien sûr, mais vous avez raison. Et quand j'entendais encore lors de la dernière élection présidentielle l'un des favoris, M. Fillon, qui promettait de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, on se demande, et notamment au vu de la crise qu'on a passée, où est-ce qu'on supprime 500 000 postes de fonctionnaires? Quand on a vu le rôle joué par les soignants, le rôle joué par les policiers, le rôle joué par les enseignants, et je propose notamment le dédoublement des salaires des enseignants qui interviennent en réseau d'éducation prioritaire, parce que je veux faire venir dans ces quartiers les enseignants qui ont le plus d'expérience, la carrière la plus longue, pour qu'ils puissent mettre cette expérience au service des enfants qui en ont le plus besoin. Je propose aussi le dédoublement des classes jusqu'au lycée. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a vu que le dédoublement des classes en CP et en CE1, qui a fait passer de 25 à 15 élèves, à 15 le nombre d'élèves par classe, évidemment, a obtenu des résultats exceptionnels. Et alors, donc, je veux on va venir au détail des mesures que vous proposez. Nous évoquons la situation de Marseille. Le président de la République qui est encore présent pour la journée de vendredi. Il a déclaré, avec une maman d'un enfant qui avait été assassiné dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes de trafiquants de drogue. Oui, bien sûr, on a raté quelque chose quand un jeune se fait tuer. Il avait beaucoup d'émotions dans le regard et on sentait qu'il était très ému. On a raté l'école, on a raté du logement, on a raté de l'emploi, on a raté aussi de la considération. Le président de la République est très conscient de l'équation difficile entre répression et, on va dire, ouverture d'une perspective d'espérance sociale, d'espérance économique, d'espérance dans une ascension personnelle, on va dire sur l'échelle socio-économique. Est-ce que vous avez l'impression que les réponses qu'il est en train de prodiguer sont à la hauteur des menaces de clivage de la société française? Mais on va attendre de voir la palette complète des réponses, mais ce serait être de mauvaise foi que de ne pas reconnaître la responsabilité des pouvoirs publics et de l'État dans la situation actuelle. Moi, je porte un regard suffisamment sévère sur ce qui se passe dans les banlieues pour ne pas pointer également la responsabilité de l'État. On peut le rappeler d'ailleurs que vous parlez un petit peu de l'intérieur, parce que contrairement à beaucoup d'élus de la République, vous êtes issu vous-même de quartiers difficiles. Vous êtes avignonnais, vous avez longtemps d'ailleurs fait partie du conseil municipal d'Avignon dans les rangs socialistes. Donc la banlieue, vous connaissez en règle générale. Les quartiers déshérités des villes, vous connaissez aussi. Mais qui a créé les ghettos? Les ghettos ne se sont pas créés d'eux-mêmes. Les gens ne sont pas venus spontanément en disant on va se réunir entre Marocains, Algériens, Tunisiens et Turcs. Ce sont bien les bailleurs sociaux et donc les pouvoirs publics qui ont organisé les ghettos. Et lorsqu'aujourd'hui vous avez dans les mêmes quartiers, dans les mêmes écoles, des concentrations de populations qui partagent les mêmes pays d'origine, la même culture, la même religion, lorsque dans certaines écoles d'Avignon, mais qui sont à l'image de milliers d'écoles dans les banlieues du pays, vous avez 80, 85, 90% d'enfants venant de familles arabo-musulmanes, comment après s'étonner qu'il y ait du séparatisme? Comment s'étonner qu'il y ait de la ghettoisation? Comment s'étonner qu'il y ait de l'entre-soi et du repli communautaire? C'est évident. Et donc, il faut une révolution, il faut renverser la table. Alors, moi, je propose qu'il n'y ait pas plus... Justement, alors à ce stade, vous allez nous expliquer vos propositions. Je voudrais quand même juste lire un très court extrait de votre livre. Printemps républicain, ça tombe bien, c'est aussi le nom de l'association que vous représentez aujourd'hui dans les médias français avec beaucoup de brio.
Vous écrivez, Amine, dans le quasi-désert culturel que constituait le quartier de la Reine Jeanne, dans lequel j'ai grandi, à Avignon, hein, c'est à l'école que se trouvent mes premiers souvenirs liés à la lecture d'une pièce de théâtre ou à l'écoute d'un air de musique classique. C'est l'école qui me donnera l'envie, encouragée par mes parents, de m'inscrire au conservatoire de musique de la ville et d'y découvrir, en sortant de l'entre-soi de mon quartier, des univers dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Vous êtes typiquement c'est un enfant de l'école de la République, de la laïque, comme on disait à l'époque de Jaurès, et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette école ne dispose plus des moyens, mais peut-être aussi de la confiance des pouvoirs publics pour fabriquer des petits Français. Oui, mais encore une fois, si on ne rompt pas de manière brutale avec ce qui s'est fait jusqu'à présent, on n'y arrivera pas. Et encore une fois, je considère que la première lutte à mener, c'est la lutte pour casser l'entre-soi, pour casser l'absence de mixité. Donc oui, il faut limiter, c'est ce que je propose, à 45% le nombre de logements sociaux à l'échelle d'une ville. Il faut limiter à 25% le nombre d'étrangers dans un même quartier. Si vous avez 25% d'étrangers, eh bien ceux qui demandent des logements en auront dans un autre quartier. Alors à ce stade, c'est important puisque vous déclinez ces propositions-là. Elles font un peu polémique, disons, dans les rangs d'une partie de la gauche, on va dire, une partie de la gauche multiculturaliste ou identitaire, on l'appelle comme on veut, qui leur reproche d'être exclusivement sécuritaires. Est-ce que il faut les comprendre comme des mesures sécuritaires ou est-ce qu'il faut aussi les comprendre comme des mesures visant à accompagner les populations, les habitants de ces quartiers en leur proposant plus de mixité et donc à terme plus d'intégration sociale? Mais vouloir limiter à 45% le nombre de logements sociaux, c'est pas une mesure sécuritaire. C'est pour éviter qu'il y ait trop de pauvres dans une même barre d'immeubles et dans un même quartier. Vouloir limiter à 25% le nombre d'étrangers dans une même cité, ce n'est pas sécuritaire. C'est pour éviter qu'il y ait de l'entre-soi, qu'il y ait du communautarisme et qu'il y ait de la ghettoisation. Est-ce sécuritaire de proposer un service public de l'accompagnement scolaire pour aider les enfants de ces mères seules qui cumulent 2 à 3 boulots précaires, qui ne sont pas à la maison, qui ne peuvent pas aider leurs enfants? Est-ce sécuritaire ou n'est-ce pas de gauche que de proposer le mentorat pour que des gens qui ont réussi dans la vie puissent prendre sur leur aile ceux qui n'ont pas de carnet d'adresse, ceux qui n'ont pas de réseau, ceux qui n'ont pas les conseils pour les accompagner? N'est-ce pas être de gauche que de vouloir que l'État assure les stages de 3e, pareil pour ceux qui n'ont pas de carnet d'adresse? Oui, la gauche que nous voulons représenter, elle est à la fois ferme, parce qu'elle est républicaine, parce qu'elle veut l'ordre, parce qu'elle veut rétablir l'autorité de l'État et parce que la délinquance s'abat d'abord sur ceux qui ont le plus de difficultés et en même temps elle est humaine, elle est sociale, elle est juste, elle est fraternelle parce qu'elle veut tendre la main à ceux qui n'ont pas les bons codes, à ceux qui ne sont pas bien nés, à ceux qui n'ont pas les bons réseaux pour réussir. C'est cet équilibre-là, c'est cette République-là, c'est sur ces deux jambes-là que nous voulons que la France marche. Alors Amine El-Khatmi, on est toujours avec vous à Radio J. On commente assez longuement votre livre Printemps républicain, les propositions disruptives que vous y énoncez. Mais ce que vous dites, cet équilibre entre la fermeté de l'État républicain et la générosité de la main tendue, au fond, le macronisme le préempte déjà. Il occupe déjà cet espace d'équilibre aujourd'hui, non? Mais moi, je viens de la gauche. Moi, je viens de la gauche, j'ai été au Parti socialiste, donc moi ce que je veux c'est qu'il y ait une gauche républicaine. Et donc oui, je regarde ce que fait le président de la République, d'abord parce que c'est le président précisément, mais moi ce que j'essaie de porter c'est la parole d'une gauche républicaine qui est fidèle à ses combats historiques, une gauche laïque, une gauche qui ne flirte pas avec les communautaristes, avec les antisémites, avec les indigénistes, une gauche qui est toujours Charlie, bref, la gauche qui ne s'est pas trahie et n'a pas trahi ses combats. Alors, quelles sont vos propositions en matière d'immigration et d'intégration? Est-ce qu'il y a des propositions spécifiques et qu'est-ce qui les démarque du cours le plus habituel de la gauche française dont vous avez longtemps fait partie, Amine El-Khatmi? La politique que nous proposons en matière d'immigration, elle repose là aussi sur deux jambes. C'est toujours cette idée d'une ligne de crête, à la fois de la fermeté.
renvoyer chez eux ceux qui n'ont pas vocation à rester. Lorsque vous êtes débouté du droit d'asile, lorsque vous avez épuisé tous les recours, lorsque vous êtes destinataire d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, vous devez repartir chez vous. Lorsque vous êtes en situation irrégulière ou demandeur d'asile sur notre sol, que vous commettez un crime grave, je pense par exemple au féminicide d'Ayange, où une jeune femme, Stéphanie, 22 ans, est assassinée par un réfugié politique serbe qui a déjà 10 condamnations à son actif et qui a un bracelet électronique au moment des faits. Ce jeune homme aurait dû être renvoyé vers son pays. Donc oui, il faut de la fermeté et en même temps, de l'humanité, mieux accueillir, mieux intégrer. Oui, moi je ne suis pas comme Éric Zemmour qui considère que ceux qui ont aidé les Afghans, les Afghans qui ont aidé nos militaires, qui ont aidé nos diplomates, ne devraient pas revenir à Paris. Mais qu'est-ce que c'est que cette inhumanité? Qu'est-ce que c'est que cette si faible confiance dans un pays aussi grand que la France, aussi généreux que la France, pour considérer que 1000, 2000 ou 3000 Afghans venant sur notre sol vont mettre à mal notre civilisation ou la stabilité de notre pays? Je suis pour que ceux que l'on intègre soient mieux formés à l'apprentissage de la langue et que l'État leur donne des cours de français beaucoup plus importants parce que l'apprentissage de la langue est la condition première d'une bonne intégration. Et puis, dernier point, je veux qu'on accompagne ceux qui sont naturalisés, qu'il y ait des tuteurs, qu'il y ait des mentors, que partout, avocats, médecins, chefs d'entreprise prennent sous leur aile ceux qui viennent de rejoindre la communauté nationale pour les aider durant les premiers mois de leur arrivée dans notre pays. Alors, votre livre, c'est clair, et aujourd'hui, votre propos au micro de Radio J sont clairement, Amine El-Khatmi, des propos en faveur d'une reconquête républicaine extrêmement volontariste. Ça s'entend même, j'allais dire, jusque dans le ton de votre voix, qui est extrêmement vigoureux et déterminé. Tout cela est clair. Mais qu'est-ce qui distingue, d'après vous, ces appels à la reconquête républicaine de ceux qu'on peut englober parmi les identitaires, c'est-à-dire une partie de la droite républicaine et bien sûr toute la galaxie de l'extrême droite ainsi que d'une partie de la gauche multiculturaliste? Et parce que nous aimons la France. Et voilà. eux n'aiment pas la France? Bah non, je crois qu'on n'aime pas la France. Ou ils n'aiment pas la même France. Mais voilà, où ils fantasment une France qui n'existe plus ou qui même parfois n'a jamais existé. Moi, j'aime la France. Alors on en vient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire aux idées de la France de chacun, j'allais dire de chacune des familles spirituelles et politiques qui composent la France. On sait d'ailleurs que... Mais je vais vous dire... Au début de notre conversation, on évoquait Marseille. Marseille, c'est un creuset d'intégration depuis longtemps, même s'il y a aujourd'hui de très graves dysfonctionnements et de graves problèmes. C'était la ville de Marcel Pagnol et d'Albert Cohen, etc. C'était une ville où beaucoup d'exilés se retrouvaient. C'est ça votre idée de la France, Amine El-Khatmi? Oui, et vous me parliez des identitaires des deux bords, ce que certains, notamment mon ami Gilles Clavreul, appellent la tenaille identitaire. Voilà. Mais moi, ma France, Alexis Lacroix, ce n'est ni celle de Zemmour, ni celle de Bono, ni celle de Zemmour qui prétend trier les gens en fonction de leur prénom, ni celle de Bono qui veut en trier d'autres en fonction de la couleur de leur peau. Et moi, je ne veux pas de ça. D'une France où vous avez un Zemmour qui dit à un Amine, à une Souad, à une Latifa, qu'elle aurait dû s'appeler Corinne ou Jean-Pierre parce que ça ne fait pas d'elle un bon Français. Ou d'un Zemmour qui nous explique que quelques Afghans qui nous ont aidés, qui ont accompagné nos militaires et nos diplomates, n'auraient pas vocation à venir. Et je ne veux pas non plus d'une France de Madame Obono, où l'on dit à un blanc et qu'il a un privilège, qu'il devrait se taire, qu'il n'aurait pas accès à telle réunion, à tel rassemblement. Je ne veux pas de cette France où l'on voit les individus en fonction d'un nuancier de couleur. Moi, je suis universaliste. Je vois des femmes, je vois des hommes, et je vois un commun, je vois une communauté nationale. Alors aujourd'hui, et je ne vois pas ce concours l'épine de la couleur, de la blanchité, ou de ceux qui sont obsédés par la race, comme le sont les uns et les autres au deux bouts de la tenaille. Alors il nous reste 3-4 minutes, c'est passionnant, Amine El-Khatmi, on est au cœur du propos. Printemps républicain, c'est votre nouveau livre aux éditions de l'Observatoire. Vous venez de le dire, ou en tout cas de le suggérer. Il y aurait un nouveau clivage en quelque sorte. Droite-gauche, ça serait fini. Le vrai clivage, ça serait universaliste versus identitaire. Oui, identitaire républicain, et en même temps, ce clivage ne fait pas disparaître le clivage droite-gauche.
Moi, je crois à la réalité de ce clivage que certains ont voulu gommer en prétendant qu'on pourrait gouverner avec la droite, avec la gauche, et finalement chacun ça, c'est effacerait. Intéressant. Oui, c'est intéressant. Vous le défendez, ce clivage? Oui, je le défends. Et donc, vous pensez que la vocation de votre vocation, mais la vocation aussi du printemps républicain, s'il se transformait, comme on le dit parfois, en parti politique, serait d'être un adjuvant d'une gauche de gouvernement? Mais je crois à la réalité de ce clivage parce qu'il appelle, il découle d'histoire. Il y a une histoire de la gauche française. Elle est ancienne. Il y a un héritage. Il y a une histoire de la droite française. Et en même temps, est-ce que lorsque Fabien Roussel défend le nucléaire ou la police, je ne me reconnais pas dans la parole d'un communiste? Est-ce que lorsque j'entends Xavier Bertrand dans la région Île-de-France avoir des propos sur la France périurbaine, la France rurale, je ne me reconnais pas dans ce qu'il dit? Est-ce que lorsque j'entends Yannick Jadot tenter d'incarner autant qu'il le peut une écologie républicaine, je ne me reconnais pas dans ce qu'il dit? Est-ce que lorsque j'entends tel ou tel dirigeant de la majorité, je pense à Jean-Michel Blanquer, défendre avec vigueur l'école laïque et républicaine, je ne me reconnais pas dans ce qu'il dit? Oui, je me reconnais. Et pourtant, ce sont des individus qui viennent de mouvements politiques d'horizons différents. Donc, on peut rassembler et en même temps, dans ce rassemblement, personne ne doit effacer son histoire, ne doit effacer d'où il vient. Je vais vous dire, Alexis, très vite, au printemps républicain, il y a un secrétaire général qui est un ancien insoumis. Il y a des gens du PS, il y a des gens du centre qui soutiennent le président. Et il y a même des gens qui viennent de la droite sociale. Mais ils ont un point commun. Ils aiment la France. Et donc, personne n'effacera sa propre histoire. Celui qui a été insoumis, celui qui vient de la droite est de la droite. Mais aujourd'hui, ce qui les rassemble est plus fort que ce qui les divise. Et c'est pour ça que le printemps républicain a la vocation à être la maison commune de tous ces gens qui vont converger vers elle. On a bien compris que c'était un espace qui, en gros, va de Jean-Yves Le Drian à Xavier Bertrand. Donc, c'est quand même un espace au-delà du droite-gauche. Oui. Mais vous pensez que on a fait une erreur collectivement d'imaginer que les Français, dans leur globalité, avaient totalement renoncé au clivage droite-gauche? Et on se rend compte de cette erreur depuis les résultats des régionales, par exemple? Oui, parce que on a bien vu, on disait le Parti socialiste mort, on a vu à l'occasion des municipales qu'il reste des élus socialistes très présents. Et pourquoi cette fable d'un Parti socialiste amené à disparaître complètement du paysage a été tellement gobée par tant de journalistes et d'éditorialistes? Mais ça, il faut le demander à vos confrères, cher Alexis. Et quel est votre sentiment? Mais moi, je crois que ce sont des histoires qu'on n'efface pas. Et non, mais pourquoi cette fable a été... Je sais pas, moi j'ai pas de théorie là-dessus. Mais on n'efface pas le parti de Jaurès. On n'efface pas ceux qui ont été les héritiers de De Gaulle ou qui ont en tout cas eu vocation à se revendiquer de Gaulle. C'est des histoires politiques. Alors, c'est passionnant, il nous reste 50 secondes. Je ne veux pas qu'on aille au-delà du temps imparti pour notre émission de ce matin, mais il y a trop de sujets à aborder avec vous. Vous souhaitez ou vous ne souhaitez pas, vous, le match annoncé par beaucoup entre Emmanuel Macron et la présidente du Rassemblement national au deuxième tour de, prétend-on, la future élection présidentielle? Moi, ce que je veux d'abord, c'est que la gauche républicaine soit présente dans ce débat. Donc, c'est ma bataille et c'est ce que je ferai. Ensuite, je ne vais pas vous faire de longues phrases pour détourner la question. Jamais, jamais, je ne transigerai face à l'extrême droite. Et quel que soit le candidat républicain, qu'il s'appelle Emmanuel Macron, qu'il s'appelle Xavier Bertrand, qu'elle s'appelle Anne Hidalgo, peu importe, j'appellerai toujours à voter contre l'extrême droite. Et donc oui, si Emmanuel Macron est face à Marine Le Pen, je voterai sans hésiter pour Emmanuel Macron. Ami El-Khatimi, merci beaucoup. Vous êtes président du Printemps républicain. Vous signez Printemps républicain aux éditions de l'Observatoire. On vous remercie d'avoir fait un tour très vigoureux du côté de Radio J. On vous souhaite une très bonne fin de semaine. Shabbat shalom à tous, ainsi qu'à vous, bien sûr. Merci.